Catherine Noël est très... C'est parti. Bonjour et Bonjour. bienvenue à cette première émission en direct du Festival du film d'Angoulême qui s'est ouvert hier, le film francophone. Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Alors ce matin pour cette première, nous recevons Dominique Besnéard. Bonjour Dominique. Bonjour, la Charente libre. Donc vous êtes le fondateur, cofondateur de ce festival avec Marie-France Brière et vous êtes aujourd'hui le co-délégué général de l'événement. Et Christophe Brachet, vous êtes photographe officiel du FFA depuis 13 ans et l'auteur d'une grande rétrospective qui est un petit peu partout en ville sur les 15 ans du festival. Alors moi j'avais envie d'ouvrir cette émission sur une petite anecdote. J'ai ressorti cette une du premier festival. Elle date du 28 août 2008 et mes collègues écrivaient alors « Les organisateurs du festival du film francophone n'avaient pas menti, les vedettes ont investi la ville ». Ça veut dire, Dominique, que jusqu'au dernier moment, en 2008, on ne croyait pas que vous alliez réussir ce challenge? La Charente libre n'y croyait peut-être pas, mais les gens, ils y croyaient. Hein, parce que non, cela dit, honnêtement, nous aussi, on ne savait pas. Hein. On savait que très vite, les gens ont acheté des passes. Hein, mais c'était compliqué. Il y avait un pass pour le CGR, un pass pour le CIBDI. Donc, les gens qui voulaient aller voir la compétition qui n'était qu'au CIBDI, ils ne pouvaient pas. Alors, il a fallu 2-3 ans pour que les gens s'accordent déjà. Ok. Et ensuite, non, on s'attendait qu'il y a... Moi, j'ai dit ça pouvait être un festival un peu régional, mais qu'ensuite... mais tout de suite, les acteurs sont venus quand même. Et ben, il y a Clovis Cornillac qui est en couverture. Il y avait... Cette année-là, il y a Jean-Luc Anglade, Béatrice Dalle, Nathalie Baye. C'est déjà un Non, Nathalie Baye, elle n'est n'est pas venue au premier. Ah, finalement, elle était Elle n'est pas venue, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle n'aimait pas Ségolène Royal. Ah. Et elle trouvait que j'étais trop influencé par Ségolène Royal. Donc elle m'a dit, Dominique, elle avait pas, je ne sais pas si elle était pas jalouse, c'est pas du tout le même terrain. Mais donc elle trouvait que voilà, qu'elle n'avait pas envie de s'afficher. Et elle est venue qu'à partir du deuxième. D'accord. Méline Renaud était déjà là Oui. quand même. Hein. Et qui était encore là hier, du coup, pour ouvrir cette 15e édition, puisqu'on en est maintenant à la 15e édition. Quels sont vos meilleurs souvenirs, Dominique? Moi, c'est comme quand on me dit quel est votre meilleur souvenir comme agent, comme producteur. J'ai une vie où tous les jours il y a des souvenirs. Alors tous les jours il y a des choses qui se passent. Donc comme il se passe tellement de choses dans tellement d'activités que j'ai du mal à sortir quelque chose. Pour vous dire en tout cas, c'est que le souvenir que j'ai peut-être, puisque c'est là le début de la casette, c'est que les files d'attente. Les files d'attente sont venues tout de suite. Et je peux vous dire que quand vous voyez des gens qui attendent pour aller au cinéma, quel meilleur plaisir et quelle meilleure récompense. Maintenant, il n'y a plus de files d'attente parce que les gens réservent avant. C'est peut-être ma petite frustration, c'est vrai. Je ne dis pas que j'avais du plaisir à ce que les gens attendent des heures, mais n'empêche que les gens se parlaient, commentaient. C'était vraiment les émissions de débat. Et j'ai rencontré l'autre fois une dame qui est là depuis tout le temps. Elle me dit, vous savez Dominique, moi j'adore le festival, bien je regrette quelque chose. Les files d'attente, mais je dis, vous êtes la seule. Non, parce que je me faisais des copines. Et puis voilà, on faisait le masque et la plume. Et donc voilà. Donc c'est vrai que... Donc des souvenirs... J'ai quand même le souvenir de la prison. Voilà, vous m'aviez dit la projection d'Intouchable à la maison d'arrêt. C'était un moment fort pour vous? Ouais, parce que j'ai vu à ce moment-là, d'abord, j'étais un peu fier de moi de faire une projection à la prison. Parce que quand on est arrivé ici, la première année, donc en 2008, moi j'ai dit j'aimerais qu'on fasse une projection à la prison. Parce que j'ai été visiteur de prison lorsque j'étais agent. Et je me souviens d'avoir vu des projections de prison. J'étais allé avec Nathalie Baye, avec Margot Capelier, comment ils étaient contents. Donc là, on s'est dit, ça va être compliqué. Ben non, parce qu'à l'époque, quand il y a des gens qui sont à la tête de ces institutions, qui sont des gens ouverts et formidables, ce qui était le nom, elle s'appelait Madame Schneider. Donc j'oublie pas son nom, parce qu'il y a Romy Schneider quand même. Et cette Madame Schneider, elle nous a ouvert. Donc ça, c'est non, il y a eu tellement... Et puis il y a eu Lucchini, la première année, qui a traversé le Champ de Mars
en faisant des discours. Il était absolument génial. Il a commencé à dire « Ami d'Angoulême ». Parce que vous savez qu'il a vécu à Angoulême. Quand il était jeune comédien, il a vécu à Angoulême. Il y avait un truc, on appelait ça le drugstore. Je me demande si ce n'était pas dans la rue. Et il travaillait au drugstore, certainement comme étudiant. Donc pour lui, Angoulême, il était venu quand même. Non, il y a eu aussi des moments difficiles, mais franchement, moi, à chaque fois, on se dit... mais là, non, au début, ce qui était compliqué, c'était quand même se dire, est-ce qu'on va trouver les subventions? Oui. Est-ce qu'il y avait les subventions d'État? Elles sont toujours là. On n'a vraiment jamais eu de difficulté. Mais il faut trouver le complément. Donc c'est quand même un travail. On croit qu'on arrive comme ça à Angoulême, mais toute l'année on a des rapports, il le sait, avec presque des gens du CAC 40 pour nous aider à trouver l'argent pour le faire. Donc ces 15 années, elles ont filé à vitesse grand V. Et pour moi, c'est 10 ans même. Et du coup, vous avez réussi ce pari de faire passer ce festival qui était au début régional à un festival national, voire international aujourd'hui. Ah oui, c'est ma forme, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Ben oui, international, parce que j'ai rencontré des gens qui viennent d'Allemagne. Nous, on aime le français dans la rue, là. Il y a quelques jours, on aime le français, donc on vient, on sait qu'on va voir plein de films. Et puis, les gens se débrouillent quand même, on s'aperçoit, mais je dis, mais comment vous... Ah ben nous, on réserve longtemps, le Airbnb, voilà, donc c'est vraiment, maintenant, c'est devenu dans les mœurs, et surtout dans le monde du cinéma. Bon, c'est vrai que la première année, les gens, ils m'ont suivi parce que j'avais un peu un carnet d'adresses, mais un carnet d'adresses, ça suffit pas. Et puis surtout, s'il y avait eu des faux pas au premier festival, on aurait eu des problèmes pour la suite, hein. C'est toujours ça. Christophe Brachet, je le disais en introduction, vous êtes photographe du FFA depuis 13 ans, donc vous êtes l'auteur de cette grande rétrospective sur le festival. Et toutes vos photos qui reviennent sur ces 15 années de festival sont condensées dans un ouvrage. Est-ce que parmi les nombreux clichés que vous avez pris, est-ce qu'il y en a un ou deux que vous gardez en tête ou dont vous êtes particulièrement fier ? Alors un peu comme Dominique, c'est vrai que c'est difficile de toujours garder un moment quand on a passé 13 ans sur un festival et où on a fait énormément de photos, il y a eu tellement de beaux moments de vie, c'est toujours difficile de choisir un moment. Si je devais en choisir un, c'est vrai que Jean Dujardin pour moi est assez marquant dans ce festival, il est venu plusieurs fois, il a ce côté populaire qui est très intéressant, un rapport au public, il va au contact des gens et ça c'est quand même très important. Et un film qui pour moi était assez important, c'était Les Glaçons de Bertrand Blier. Et il y a un moment dans le livre, justement, que je peux vous montrer, où on voit Jean Dujardin avec Bertrand Blier. Et cette photo, pour moi, elle est assez importante parce qu'on voit vraiment tout l'acteur qui est vraiment en admiration devant son metteur en scène. Je sais que Jean m'avait vraiment dit que c'était très important pour lui de tourner avec Blier. Et on le voit à travers cette photo. C'est-à-dire que cette photo, on voit la bienveillance de l'acteur, on voit l'émerveillement de l'acteur de se dire je suis avec Bertrand Blier dans un festival pour présenter un film. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est très très important. Il me semble qu'il y en a une deuxième dont vous êtes aussi fier avec Jean Dujardin. Est-ce que vous pouvez nous la montrer et nous raconter le contexte de cette photo ? Alors la deuxième c'est celle qui fait la couverture, que vous avez effectivement après dans le livre. Je vais vous la montrer tout de suite. Et cette photo elle est aussi assez importante parce que elle retranscrit la vision que j'ai dit à Dominique quand j'ai voulu faire ce festival, c'est de travailler comme sur un plateau. Moi à la base je suis photographe plateau. J'ai commencé grâce à Dominique qui m'a laissé ma chance sur un film qui s'appelle Avant l'aube de Raphaël Jacoulot avec Jean-Pierre Bacry. Et depuis ma carrière de photographe plateau, j'aime travailler en totale discrétion. C'est-à-dire que j'aime que les acteurs m'oublient. Et j'essaie de travailler exactement pareil sur ce festival. C'est-à-dire qu'ils savent que je suis là. Jean, je le connais bien en plus, donc il sait que je suis là. Mais comme sur un plateau, il ne va pas savoir quand est-ce que je vais le photographier. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un petit peu un regard, comme vraiment dans du reportage, comme si un festivalier était au Mercure. Et il aurait pu voir Jean Dujardin fumer sa clope entre deux interviews et prendre une petite pause de 5 minutes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, où comme sur un plateau de cinéma, je dois transcrire l'émotion qui se passe sur un tournage et sur un film. J'essaie de reproduire la même chose sur ce festival en discrétion. Alors bien évidemment, il y a des photos posées, mais à côté de ces photos posées, je pense que la vie du festival, elle est vraiment, on le voit dans les rues, on sent qu'est-ce qui se passe, les interviews, les moments de rire,
Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. C'était surtout rapprocher les festivaliers de l'intimité des stars ou des moments qui sont Oui. pas forcément sous le feu des projecteurs. Oui, voilà, parce que et puis l'idée, c'était aussi de se détacher des photocolles qui existent, avec des photographes qui vont faire les photocolles, avec des choses très face caméra et très posées. Et moi, je voulais avoir un peu ça, mais je voulais surtout avoir la vie. Et quand Dominique m'a dit il y a 13 ans, est-ce que tu veux venir faire les photos à mon festival ? Je lui ai vraiment dit, est-ce qu'on peut vraiment travailler comme sur un plateau de cinéma ? Est-ce que tu acceptes aussi le noir et blanc, qui a été un vrai débat au début, hein, puisqu'il faut savoir que quand on fait du noir et blanc, on se coupe certaines publications. Par exemple, Paris Match ne veut que de la couleur, donc c'était un risque aussi. Hein. J'ai milité, hein, ça n'a pas été simple au début, je sais, parce qu'il disaient, mais non, mais fais un peu de couleur, hein, ça serait bien. Je dis, non, il faut qu'on ait ce noir et blanc dans le temps. Comme tout mon travail de photographe plateau sur les backstage, c'est quelque chose qui marquera les gens. On pourra en faire des livres, on pourra en faire des expositions. Et surtout, ce qui était important pour moi dans le noir et blanc, on est dans un festival qui est à la fin de l'été. Les gens ont chaud, sont rouges. Je me suis dit, ça va arranger les stars de cinéma. Je les connais bien pour les pratiquer sur le plateau de cinéma. Voilà, donc du coup, le noir et blanc va nous aider aussi sur ça. Et puis, sur un plateau de cinéma, on maîtrise les vêtements des gens qui viennent. Sur un festival, on n'est pas à Cannes où tout le monde est habillé pareil. Donc sur un tapis rouge, effectivement, la couleur est un peu moins et peut-être un peu plus flatteuse. Nous, on ne maîtrise pas tout ça, donc je me suis dit, le noir et blanc va me permettre d'avoir un propos qui soit très simple et sobre pour m'intéresser à une chose essentielle, qui est l'émotion qui transcrit. Et d'ailleurs, ça m'a même parlé, par exemple, du Rwanda, où on a eu monsieur qui va venir tout à l'heure pour le Rwanda, où effectivement, quand il a présenté en salle, même nous, quand on l'a photographié avec mon assistante Chloé, on a pleuré, quoi. Ouais. Et en fait, dans les photos, vous allez voir, si vous allez voir sur le Facebook du festival aujourd'hui les photos, elles sont fortes, parce que comme sur un plateau de cinéma, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qui passe. Et à chaque fois qu'on présente des films, on voit l'émotion des gens qui viennent les présenter, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ok, merci. Donc, justement, Dominique Bessner, cette année au FFA, on va rire avec des comédies comme Jack Nimoun, mais on va aussi aborder des sujets un petit peu plus lourds, comme l'IVG avec Annie Colère, ou l'inceste avec Dalva. Cet éclectisme, c'est vraiment la marque de fabrique du festival ? Oui, moi j'ai jamais été sectaire. Quand j'étais agent, je m'occupais aussi bien de Michel Blanc, de Chabat que de Xavier Beauvois. Voilà, j'ai toujours aimé la diversité dans le cinéma, pardon, ce qui est notre force. Alors, c'est vrai que par exemple, il y a un film avec Sophie Marceau, qui est une femme de notre temps, Sophie Marceau est l'actrice la plus populaire de France. Donc, est-ce qu'on le met à 20h ou on le met à 18h ? Le film est un film un peu particulier, c'est pas une ligne comédie, ni un film forcément facile, puisque moi je trouve que c'est un peu un film, c'est Chabrol qui aurait connu la Nuit du chasseur. Il y a les deux, c'est un film assez âpre. Moi, si je fais ça le soir à 20h, les gens vont se dire, mais pourquoi il fait ça ? On n'aime pas la voir comme ça, alors qu'elle est absolument extraordinaire, justement. Elle essaye de montrer autre chose. À 18h, c'est parfait. Donc c'est ça. C'est pour ça que moi, je trouve que le cinéma, c'est la diversité, voilà. Et si on n'a pas de diversité, si on se dit, du reste, même la presse, je le dis, on n'a jamais eu un papier dans Libération en 15 ans. Je le dis fort et je l'ai dit à la radio. Le mépris est-ce que c'est du mépris pour nous ou est-ce que c'est du mépris pour la province ? J'en ai rien à foutre. Je préfère avoir tous les jours la Charente libre que Libération. On n'a jamais eu Libération. C'est la première fois des Inrecuptibles. Donc je veux dire, ils sont perchés dans leur certitude de cinéma. Et par contre, on a toujours eu Le Monde. Donc voilà. Et Le Figaro, et Le Parisien, et voilà. Donc moi je vous dis, il y a un moment donné, c'est ça ma qualité, c'est quand j'étais agent, je ne me fermais pas sur des comédies. J'ai quand même été l'agent qui a initié Pédale douce, et en même temps je faisais avec Cédric Kahn L'ennui. Vous voyez, c'est ça qui est important. Sinon, voilà, on se sclérose. Et puis les certitudes, moi, je n'ai jamais de certitude, je n'ai que des doutes. Voilà, mais donc je suis content qu'on ait cette marque. Moi je dis élégant, spirituel et populaire. Voilà nos trois. Voilà. Dominique, en 2 mots, votre coup de cœur cette année, c'est Arrête avec tes mensonges, une adaptation du roman autobiographique de Philippe Besson. Alors vraiment en 2 mots, parce que le temps file, pourquoi c'est votre coup de cœur Parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon histoire. Voilà. Donc
vous verrez le film, donc vous comprendrez plus de choses sur moi. Voilà. D'accord, très bien. Et donc je me suis identifié à ce film, et en plus je connaissais très bien le roman, j'adore Philippe Besson, et puis voilà, en plus je suis allé à Barbezieux il y a quelques jours, et je me dis, mais c'est là où est situé ce roman. Et donc j'en ai parlé à quelques personnes qui étaient dans la salle. Alors il y en a, oui, on n'aime pas la façon dont on parle de Barbezieux. Ben, je dis, c'est très bien quand on parle de Barbezieux. Alors donc vous n'aimez pas Balzac alors. Donc voilà. Ok, dernière question enfin avant de passer au plateau suivant avec le Rwanda. Est-ce que justement vous pouvez nous dire pourquoi vous avez invité le Rwanda cette année? Parce que grâce à un monsieur qui est là, Johan Hillel Hamel, parce qu'on le connaît depuis très longtemps, il était dans la région, il est très cultivé, il aime le cinéma. Donc il nous a dit un jour, je vais m'installer au Rwanda. Je lui ai dit, quel courage, parce qu'on a des images, on a que des stéréotypes dans la tête. Et donc voilà. Et puis la deuxième personne, et je le dis, c'est le président de la République, que j'ai vu un soir chez Lynn Renault. Il dînait là avec Brigitte. Et donc on a parlé d'Angoulême, parce que l'an passé elle est venue à Angoulême, elle a adoré. Et donc elle me dit, vous devriez faire l'Algérie, Dominique, parce qu'il venait de se rapprocher de l'Algérie. Je lui dis, on vient de le faire. Mais le Rwanda, je veux dire, c'est une bonne. Le Rwanda, c'est parce qu'il était allé aussi au Rwanda, elle a réouvert le centre culturel et aussi l'ambassade. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Donc maintenant, il part en Algérie, donc il aurait dû venir à Angoulême, mais il part en Algérie. Mais c'est pas grave, parce que je crois qu'il est très content qu'on fasse le Rwanda. Bon, et bien parfait. Je vous remercie tous les deux. Merci. Merci. On va accueillir nos invités suivants. Alors là, c'est pas en direct quand même. Si, c'est en direct. C'est en direct. Oh là là, alors au revoir. Il n'y a pas de chaîne. Hein? J'ai rien compris. J'aurais préféré, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez, si, vous pouvez. Non, parce que toi, t'es trop grand. Ah, c'est moi, je devrais faire. Alors du coup, nous accueillons sur ce plateau Léo Kaminda, qui est journaliste et réalisateur. Bonjour. Bonjour. Vous avez notamment réalisé le reportage Mère Courage qui a été diffusé hier à l'écran. Oui, c'est un documentaire d'auteur, hein. Ce n'est pas un reportage. C'est un documentaire, pardon, excusez-moi. Catherine Ruel, grand reporter. Oui, là par contre, mais lui aussi. Et spécialiste du Rwanda. Non, spécialiste du cinéma. Du cinéma. D'auteur. Du cinéma d'auteur. Et Johan Hillel Hamel, qu'on connaît un peu ici parce que vous étiez le monsieur culture de Grand Angoulême jusqu'à il y a peu de temps. Vous êtes maintenant installé à Kigali, vous êtes le directeur de l'Institut français au Rwanda. Alors, dans cette programmation, il y a beaucoup de films qui parlent du génocide rwandais de 1994. En tant que spécialiste du cinéma, quels sont ceux à n'absolument pas manquer? Aucun. Il faut tous les voir. Alors, non, parce qu'il y a... Le problème, c'est qu'il y a ce panorama en fait, construit par Dominique, Marie-France et un peu moi, et un peu Léo. Ça permet de voir en fait tout ce qui s'est passé depuis 1994 et avant. Donc on ne peut pas rater les films, c'est comme une espèce d'emboîtement les uns dans les autres. Alors évidemment, il y a des films fondamentaux, comme celui qui est passé hier de Philippe Vandeleu, mais je crois que vous allez en reparler tout à l'heure. Le jour où Dieu est parti en voyage, c'est un cinéaste belge. Parce qu'il y a des regards extérieurs et des regards intérieurs. Regard de cinéaste, puisque c'était ça avant le génocide, il y avait beaucoup de regards extérieurs sur le cinéma, sur le pays. Et regard intérieur, parce qu'avec Léo, on a vu là jusqu'à la très très nouvelle génération. Oui, tout à fait. Qui est très étonnante. Hein. Oui, parce que ces jeunes, il y en a qui ont moins de 30 ans. Oui. Et nous les appelons les hommes nés libres, born free. Donc, qui n'ont pas avec eux les stéréotypes, les stigmates aussi de ce qui s'est passé, des gens qui ont vécu avant le génocide. Donc ces jeunes garçons et filles sont très libres dans la tête, donc ils font des films déjantés. Mais par exemple, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Le plus déjanté, évidemment, c'est Neptune Frost. Oui. Un truc totalement bizarre.
interplanétaires, des rappeurs et qui se trouvent dans des mines de coltan au Burundi, parce que le film est tourné en partie au Burundi, en partie au Rwanda. Oui. Mais il y a aussi des films vraiment sur la classe, les luttes de classe plus économiques, où il n'y a pratiquement aucune trace, pas un mot sur le génocide, et c'est tant pis, tant mieux. Donc je pense à Nameless. Nameless, c'est les anonymes. En Kinyarwanda, c'est Mwene Ngofero, c'est littéralement fils de personne. Donc là, on est vraiment totalement ailleurs, mais c'est très très moderne, sur les problèmes d'un couple. Elle, une ancienne serveuse de bar, quand il est fâché contre elle, il dit que oh, tu es une petite pute, grâce à moi tu es devenue une femme. Bref, lui-même est frustré parce que au départ, c'est un monsieur qui a fait des études supérieures, qui se trouve gardien de sécurité. C'est vraiment la survie dans l'enfer économique de Kigali. Puis il y a les courts-métrages aussi. Oui. Il y a beaucoup de jeunes, dont des jeunes réalisatrices, Marie-Clémentine Dussabel-Jambeau, qui font des sujets autres aussi, sur le transgenre. Ils abordent des sujets très modernes, en fait. Oui, l'intersexuation, très moderne. C'est magnifique. Et puis Frost aussi, d'ailleurs. C'est hyper dynamique. Hein, donc c'est dynamique sur le plan des images, c'est dynamique sur le plan des sujets. C'est très étonnant. C'est un cinéma qui est en ébullition et qui présente, n'est-ce pas, des choses très étonnantes. Comme dit Dominique, c'est pas ce qu'on imagine du Rwanda, en fait. Pas du tout. C'est pas l'image qu'on en a, nous. Alors d'ailleurs, Joanne Hilalamel, vous êtes allée vivre là-bas depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, au Rwanda ? Je vis à Kigali depuis 1 an maintenant, et ce qui m'a attiré, c'est beaucoup de choses. C'est un pays qui était mystérieux vu de la France, pour son histoire, pour son avenir, pour la jeune génération d'artistes que je connaissais aussi un peu, parce qu'on a plusieurs artistes rwandais qui sont en France, qui sont des passeurs, qui sont des traits d'union entre le Rwanda et la France. Je pense à Beata Obiegi-Mérès, évidemment à Gaël Faye, Sol Williams et son épouse Anissa qui a réalisé donc Neptune Frost. Sonia. Pardon ? Sonia Roland, bien sûr. Et les photographes aussi, il y a tellement de choses. Il y avait un contexte de réchauffement des relations diplomatiques. Moi, j'ai été nommé suite à la visite du président Emmanuel Macron, qui le 27 mai 2021 a fait un discours historique qui a acté le réchauffement des relations diplomatiques. Et pour incarner ce réchauffement des relations diplomatiques et disons le renouvellement de la relation bilatérale, il y a eu l'inauguration du Centre culturel francophone du Rwanda, donc, que j'ai l'honneur de diriger depuis le 1er octobre 2021. Alors, vendredi au tribunal, il y a un débat organisé autour de la résilience au Rwanda. Cette résilience, c'est quelque chose que vous observez, vous, sur place, depuis que vous êtes là-bas ? Évidemment, oui. Enfin, le mot résilience, il est un peu galvaudé. Tout est résilient aujourd'hui, jusqu'aux produits de cosmétiques. Et là, le mot résilience prend tout son sens au Rwanda. Évidemment, quand on connaît l'histoire du génocide, où en 3 mois, 1 million de personnes ont été assassinées dans des conditions absolument terribles, et où on voit aujourd'hui que le Rwanda, c'est quasiment, enfin, c'est un niveau de développement d'un pays très développé qui s'est construit depuis plusieurs années. Quelqu'un qui n'a pas lu les journaux, qui n'a pas regardé la télévision en 1994, quelle que soit la capitale de quelques pays africains dont cette personne arrive et qui arrive à Kigali, pourquoi eux ? Comment est-ce possible ? C'est un miracle. Le Rwanda, c'est un miracle. Pourquoi cette ville est-elle aussi propre ? Pourquoi est-ce que ces gens sont aussi organisés ? C'est fascinant. T'as une réponse ? Oui, c'est ça qui est tragique. C'est pas grâce au génocide, mais malgré le génocide. Parce que c'est vrai, il y a 1 million de personnes qui ont été tuées dans une violence, une cruauté exceptionnelle. Mais aussi, il y a eu 1 million de personnes qui sont rentrées. Et ce million de personnes, la plupart étaient des gens qualifiés. J'ai des camarades qui venaient d'universités aussi loin que la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Évidemment, beaucoup sont revenus du Canada, où j'habite depuis une 40aine d'années. Et c'est des gens, des patriotes. Et la plupart d'entre nous, durant le génocide et même avant, beaucoup étaient proches du Front patriotique.
Donc de Paul Kagame, il faut expliquer. Oui, cotiser régulièrement. Et donc, dans ce patriotisme-là, il y a encore une fois des milliers de personnes qualifiées qui sont rentrées dans le pays. Et bon, je pense par exemple à un exemple, l'exploitation du gaz dans le lac Kivu, dans la partie rwandaise notamment, dans les eaux rwandaises. Il y a une quantité incroyable de gaz, mais elle a toujours été là, cette quantité de gaz. Pendant 30 ans, plus de 30 ans même, aucun régime n'a pensé à l'exploiter. Résultat, maintenant, pratiquement tout le monde a l'électricité au Rwanda. L'eau courante, pratiquement tout le monde. Donc c'est miraculeux. Non, c'est un vrai miracle. Moi, je voulais aussi parler de la jeune génération d'artistes rwandais que je découvre depuis un an. J'en ai pas du tout fait le tour. Pourtant, c'est un petit pays avec peu d'habitants. Il y a 12 millions d'habitants. Et il y a une génération d'artistes rwandais qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont un énorme avenir. Là, on a l'opportunité de pouvoir les entendre ou les voir dans les salles de cinéma. Les photos aussi de ce photographe. Le photographe, Kaya Vinci, la chanteuse qui a, pour reprendre le titre de La Charente Libre, enchanté la cérémonie d'hier soir. Philibert Albabazi, Tiganda, dont tu parlais de son film. Et le gars de la mode. Moses Toyera avec la marque Motions. Il y a vraiment un esprit créatif et un esprit d'innovation qui est exceptionnel. Justement, vous le disiez, le cinéma rwandais est en ébullition. Est-ce qu'il y a des sujets plus légers qui peuvent se détacher, autres que effectivement le pour million l'instant, de morts et le génocide Le problème pour rwandais. l'instant, c'est que le cinéma qui n'a pas de moyens. La plupart des réalisateurs, on a encore vérifié ça hier avec Mukanda, non seulement ils sont presque autoproduits, mais en plus, même pour passer par exemple à la télévision nationale, on ne revenait plus, on ne revenait pas, ils sont obligés de payer. Donc ils font les films qu'ils ont envie de faire très fortement, donc dans l'urgence. Et dans l'urgence, on ne fait pas des films légers. Non. Donc il faut que le cinéma national n'est pas encore établi. Il y a un formidable cinéaste et producteur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, Éric Cabérin, qui a essayé de monter un centre, etc., de cinéma privé, un festival qui s'appelle Illy Film, d'après comme Nollywood, Illywood, les collines. C'est les collines, qui a monté un festival, qui a monté un autre centre, maintenant une autre école de cinéma, mais c'est encore des initiatives privées. Et ça fait 10 ans à peine. Donc le temps que les cinéastes arrivent, en plus ils ne sont pas encore tous formés, il y en a quelques-uns qui sont formés à l'étranger dans les écoles de cinéma. Il y a cette école donc, mais qui est toute neuve, et le temps qu'on arrive à traiter des sujets autres que des sujets d'importance qui nécessitent un investissement personnel des cinéastes, je perds personnel au niveau du financement aussi. Donc le temps qu'on arrive à un cinéma léger, ça va prendre encore quelques années. Mais c'est normal, c'est l'essence d'un pays. Mais en revanche, tous les films qui sont présentés dans la sélection ne parlent pas du génocide. Non, c'est pas de façon exclusive. Vraiment. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Avec plaisir. On va accueillir nos chroniqueuses qui vont nous livrer leur coup de cœur. Et je sais que l'une d'elles est très pressée puisqu'elle présente dans très peu de temps ses films au cinéma. Bonjour Cerise Junon. Bonjour. Alors on vous prend vite fait là rapidement avant que vous ne partiez présenter un film au Ciné de la Cité. Vous êtes la responsable du cinéma de la Cité. Et on accueille aussi Marie-Aimée Bonnefoy. Bonjour Marie-Aimée. Bonjour Julie. Qu'on connaît bien. Notre chroniqueuse ciné. Voilà. Alors, on va commencer par Cerise qui est très pressée. Pas de problème. On pouvait commencer peut-être plutôt par le film que tu as choisi du Rwanda, puisque ça fait un lien. Effectivement, c'est une très bonne idée, mais j'avais peur que vous soyez trop pressée par le temps. Oui, effectivement, pour enchaîner avec le Rwanda, moi j'ai choisi de parler d'une reprise, c'est-à-dire Le jour où Dieu est parti en voyage, de Philippe Van Leu. Qui a été diffusé hier. Hier, il a été diffusé hier. Alors c'est un film, effectivement, je me suis demandé si j'allais en parler parce qu'il ne sera pas rediffusé, parce qu'on a vu Julie qu'il allait sortir en DVD. Il est sorti en DVD, donc on peut quand même le voir. On peut quand même le voir, voilà. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que... d'abord parce que j'aime bien ce que fait Philippe Van Leu, qui est un Belge, qui avait fait Une famille syrienne, qui avait eu un Valois en 2017, je crois. Et puis parce que là, je trouve qu'il a une façon de parler du génocide qui est extrêmement construite, pudique, avec une grande économie de mots. Donc on suit une jeune femme Tutsi,
qui était nourrice chez des Blancs, et qu'au moment de l'exode des Blancs, elle est laissée toute seule, elle est cachée dans un grenier. Et quand elle s'échappe du grenier, elle s'aperçoit que ses 2 enfants ont été massacrés. Donc, et après, elle se réfugie dans la forêt. Et donc, on assiste petit à petit à son basculement dans la folie pendant ces quelques mois que dure le génocide. Je crois que ça a duré 3 mois à peu près. Hein. Et donc, elle bascule peu à peu dans la folie et avec un récit hyper construit, avec une grande économie de mots. On vit avec elle et c'est très très émouvant. Voilà pourquoi j'ai choisi ce film. Très bien, merci. Alors c'est le film de la c'est votre coup de cœur, enfin un de vos coups de cœur de la programmation rwandaise. Vous Cerise, vous allez nous parler de films qui sont en compétition. Je crois que vous en avez sélectionné 3 qui vous ont bien plu. Oui. On commence par lequel? Je sais pas, que vous voulez. Annie Colère par exemple. Passons à Annie Colère alors. De Blandine Lenoir. Que nous recevrons demain sur ce plateau, sur les coups de 18h. C'est donc une fiction sur en fait le mouvement MLAC, qui était le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Voilà. Merci. Et en fait, donc c'est un film avec Sarah Giraudot? Non, pas du tout. C'est pas avec Sarah Giraudot. Avec Laure Calamy, qui en fait est une ouvrière qui cherche à avorter et qui se trouve accompagnée par cette association et ce mouvement. Et en fait, ça va changer sa vie, complètement bouleverser sa vie. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, à la fois esthétiquement, c'est toute la douceur qu'a pu apporter Blandine Lenoir dans son regard, et puis il y a les couleurs qu'elle a choisies, les actrices qu'elle a choisies. Il y a il y a un casting vraiment joli, et il y a aussi tout le message derrière qui aujourd'hui est quand même, à mon sens, vraiment intéressant et vraiment important à rappeler, surtout quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes qui connaissent pas cette histoire-là des quelques mois avant la loi Veil et de tous ces mouvements qui c'est le mouvement du MLAC en 94. Alors c'est à voir ce soir à 20h au Nil et on pourra le revoir encore demain à la Cité de la BD à 20h30. Et puis vendredi à 16h30 à l'Éperon et enfin au Nil samedi à 14h. Les réservations se font sur le site internet du festival. Tu peux parler d'un film de la compétition aussi? Oui. Vas-y. Alors pour enchaîner avec Cerise, moi j'ai vu Noémie dit oui, qui parle aussi du sort des femmes. Oui. Et donc c'est pour ça que j'interviens là. C'est un film de la québécoise Geneviève Albert, c'est son premier film, et elle raconte un sujet dont on parle peu, c'est la prostitution adolescente. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille que la mère ne veut pas reprendre, qui s'échappe de son foyer, qui tombe sur une bande de délinquants. Elle tombe amoureuse de l'un d'eux, et petit à petit, il arrive à ce qu'elle dise oui, c'est-à-dire son consentement, malgré elle, donc c'est une histoire de consentement, et il lui propose de se prostituer pendant un événement, c'est-à-dire le Grand Prix de Formule 1, c'est ça? Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on aborde un sujet peu développé, d'une façon très crue, très hard, très violente, et on entre en immersion avec cette souffrance physique et morale de cette jeune fille qui est obligée d'enchaîner des passes. Alors évidemment, c'est peut-être pas pour tous les regards, tellement c'est frontal et direct, mais c'est vraiment très étonnant. Et c'est un film nécessaire, je pense, dont on va beaucoup parler cette semaine. Ok, alors on pourra... Oui. J'ajouterais que la jeune fille, qui s'appelle Kelly de Pau, moi, j'y verrais bien le valoir de l'interprétation. D'accord, on prend note. Je ne suis pas jury. Et du coup, on pourra revoir ce film ce soir à l'Éperon à 22h30, demain à la Cité de la BD à 10h30, vendredi à 19h30 encore à la Cité de la BD et samedi au Nil à 20h. Dernier film de la compétition ?
Eh ben, alors peut-être Le bleu du cafetan qui aborde aussi un sujet peu utilisé au cinéma. C'est le deuxième long métrage de Mariam Touzani qui était déjà venu au festival avec le film Adam. Et donc là, elle aborde le sujet de l'homosexualité dans un couple. Donc un couple hétéro, mais voilà, et comment accepter, comment la femme va accepter ça, puisqu'elle sait aussi qu'elle va mourir, puisqu'elle a une maladie, etc. Enfin, et alors ce film, il y a tout aussi, enfin, il y a quelque chose de très très beau aussi autour du caftan, donc qui est le vêtement marocain, donc comment il le tisse, etc. Là aussi, le film est particulièrement doux pour un sujet complexe. Oui. Je trouve que ce qui est très beau dans ce film de Mariam Touzani, c'est en fait qu'elle prend le temps du détail. Il y a très peu de mots finalement, il y a très peu de paroles, voilà, mais il y a beaucoup de temps sur le détail de comment on fabrique ce caftan, puis comment les relations se font aussi entre les gens, comment cette femme va accepter. Parler en douceur d'un sujet extrêmement dur, extrêmement cru, est-ce que c'est ça pour vous le secret d'un film réussi sur des thématiques comme celle-ci ? Ben, pas forcément, parce que Noémie dit oui, pour le coup, c'est très cru, et ça fonctionne. C'est aussi un film, ça fait aussi partie des coups de cœur des films vus. Mais je trouve peut-être que là, il y a quelque chose aussi du rapport avec le métier de tisser, etc., qui est lent. Il y a aussi tout un processus dans le temps, et là, c'est le parallèle entre les deux est très intéressant, en fait. Donc, je crois que dans cette compétition, Cerise, vous aimiez aussi les pires, alors on va en dire deux mots. Alors là, on change complètement de registre. Et là, c'est un film avec une énergie folle. C'est un film de 2 jeunes réalisatrices, un premier long métrage. Elles avaient fait un court métrage avant qui était vraiment, je ne me souviens plus du titre, mais qui était vraiment chouette aussi. Elles abordent en fait le sujet du casting sauvage. Donc là, dans le court-métrage, c'était vraiment uniquement le casting sauvage. Là, ça va plus loin parce qu'il y a le film, il y a le tournage du film. Ça se passe, alors de mémoire, dans les Flandres, vers Lille, et voilà. Et c'est avec des enfants, c'est complètement dingue. Des enfants, en fait, qui vont se retrouver à tourner ce film, où ils ne comprennent pas tout du film, et voilà. Et le spectateur ne comprend pas tout non plus. Est-ce que c'est une fiction ou un documentaire ? Et il y a quelque chose de très très joli dans ce film, et vraiment de lumineux dans ce regard des enfants, et vraiment une énergie folle. Voilà. Donc celui-là, je le conseille aussi. Il donne la pêche. Très bien. Et le dernier coup de cœur de Marie-Aimée pour cette semaine, qui est un film en avant-première, c'est ça ? Oui, parce que en fait, il y en a tellement qu'on n'a pas vu beaucoup, donc il faut choisir. J'ai entendu beaucoup de bien d'autres films de la compétition, mais pour l'instant, je ne les ai pas vus, donc on en reparlera un peu plus tard. Moi, je veux parler des Amandiers, dont j'ai déjà parlé dans le journal d'aujourd'hui, mais pourquoi je veux parler de ce film ? Parce que ça parle du métier d'actrice, donc je trouve que c'est un film francophone qui a été mal perçu à Cannes. Moi, je l'ai vu à Cannes, c'était un coup de cœur, mais il est extrêmement francophone, et donc je trouve qu'il a toute sa place ici. Et ça parle Les Amandiers, c'était une école montée par Patrice Chéreau dans les années 80, qui était une pépite de jeunes acteurs. Alors, Valéria Bruni-Tedeschi, qui est la réalisatrice, a été formée aux Amandiers. Il y a eu aussi Vincent Pérez, Agnès Jaoui, Eva Ionesco. Beaucoup sont sortis de ces Amandiers. Ça a été éphémère comme école, mais ça montre bien l'esprit d'une époque, des années 80. Un peu folle, c'est une Neuf des Fous, cette école montée par Chéreau, interprétée remarquablement par Louis Garrel. Et on voit des jeunes acteurs osciller entre l'ombre et la lumière, l'espoir et le désespoir, tout le monde se drogue, tout le monde s'aime, tout le monde se perd, et peu arrivent à émerger.
Et Valeria Bruni-Tedeschi montre cet univers avec beaucoup de sincérité. On peut penser que c'est toujours son petit univers d'enfants gâtés et de gosses riches, mais pas du tout. C'est très émouvant. Ok. Voilà. Eh bien, c'est à voir samedi à 11h au CGR et ce sera suivi... Ah non, c'est à voir vendredi au CGR à 11h et ce sera suivi samedi d'un documentaire intitulé Des amandiers aux amandiers. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Merci à toutes les deux. Merci. Merci Mathieu. C'est la Julie. fin de cette première émission. On se retrouve demain à 10h pour un plateau avec ces angoumoisins qui se partagent l'affiche ici pendant le festival. Des musiciens, des des réalisateurs en scène, des réalisateurs. figurants. Voilà. Alors à demain. À demain. À demain.